Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode solaire sur la chaîne de Solutions Autonomie. Un petit rappel cependant avant de vous laisser avec le sujet du jour, le V2X. Pour ceux qui ne le savent pas, Solutions Autonomie, avant d'être une chaîne de podcast sur l'énergie solaire québécoise, c'est une entreprise où nous avons développé un logiciel pour aider les électriciens et les installateurs de panneaux solaires québécois à gérer toutes les étapes des projets solaires de leurs clients. Donc si c'est votre cas et qu'en ce moment, enfin en tout cas depuis le 1er avril, depuis le début des subventions d'Hydro-Québec, vous avez du mal à surfer cette vague assez incroyable, n'hésitez pas à nous contacter. Notre logiciel pourrait vous aider dans toutes ces étapes. Je vous laisse maintenant aux mains de moi-même et de Sébastien de Connecta pour parler du V2X. Bon épisode à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le podcast de Solutions Autonomie pour parler solaire. En fait, pas vraiment solaire aujourd'hui, plutôt énergie et surtout stockage. J'ai avec moi Sébastien Potier. Salut Sébastien. Salut Florian. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Si tu es avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'on va se poser une question dont tu as sans doute la réponse. Est-ce que vous pouvez utiliser votre véhicule électrique comme batterie à votre domicile? Ça serait plutôt cool. On va regarder tout ça ensemble. On va parler de V2H, V2B, V2G, V2V, V2X. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu vas nous donner toutes les réponses. Mais avant ça, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? Oui, certainement, Florian. Moi, je me trouve être un entrepreneur de la région de la Mauricie. Mon entreprise étant Connecta. En fait, je me définis comme étant un architecte et un maître d'œuvre dans l'électrification des bâtiments et aussi des stationnements. Fait que je rends l'utile à l'agréable et je m'amuse en tant que spécialiste en technologie. Ça fait une trentaine d'années que je navigue dans le domaine de toutes sortes de technologies. Puis j'ai décidé de partir mon entreprise en juillet 2019. Fait que tout ce qui est électrification, batterie stationnaire, on navigue là-dedans puis on accompagne. Charge pour véhicule électrique. Oui, c'est ça, exactement. Pour tout type de projet partout au Québec avec mes partenaires. Parfait. On s'amuse. Ça tombe bien, puisque le sujet aujourd'hui, c'est évidemment les batteries de véhicules électriques. On va reprendre un petit peu à la base. Je parlais au début de V2H, V2B, etc. Le thème, en fait, pourrait s'appeler Vehicle to Grid, en anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? En fait, c'est un concept qui existe quand même depuis quelques années. On en entend parler. Je donne souvent de la formation là-dessus. Je sensibilise les gens pour démocratiser tout ça. Puis on part à la base au V2X, qui est le Vehicle to Everything. Excusez-moi le terme en anglais. On met tout dans un sac. Oui, c'est tout dans le même sac. Mais ce qui nous intéresse de plus en plus, qu'on entend parler dans le marché, c'est ce qu'on appelle le Vehicle to Grid, donc le véhicule au réseau. Ce qui permet, dans le fond, de prendre l'énergie de ton véhicule via une infrastructure de recharge bidirectionnelle, qu'on commence de plus en plus à entendre parler, et ramener ça dans le réseau. Ou le véhicule to building, le V2B qu'on appelle, vers des bâtiments plus commerciaux. Le véhicule to home, qui se trouve être pour alimenter la maison. Donc, on a une grosse batterie stationnaire là, sur 4 roues qu'on n'utilise pas nécessairement. À part pour faire rouler le véhicule. Oui, c'est ça. Souvent, l'énergie, elle est là, disponible. Donc, on tous bien d'en profiter de cette énergie-là pour plusieurs cas de figure. Puis, on entend aussi souvent parler, peut-être un petit peu moins, mais il y a un autre protocole qui est le V2V, qui est le véhicule to véhicule. Alors celui-là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Oui, en fait, on pourrait penser à des dépanneuses, des gens qui ont des dépanneuses, mais c'est un protocole de communication entre deux véhicules avec un échange d'énergie. OK. Fait que ça existe déjà un petit peu, mais c'est un peu hybride, là. C'est plus des chargeurs mobiles qu'on a dans les véhicules. Okay. Mais le V2V, c'est quelque chose aussi qu'on entend parler. Donc si je résume, on a le V2X qui comprend le V2H, donc pour les maisons. Oui. Le V2B qui est pour un bâtiment commercial. Oui. Le V2G qui est pour le réseau. Et le V2V qui est entre véhicules, c'est ça? C'est ça, exactement, Florian. Bon. Déjà, on a mis un peu notre base, notre structure pour cette compréhension-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'autant je suis un spécialiste du solaire, autant pour le véhicule électrique, c'est un peu moins. Mais je trouve intéressant aujourd'hui de t'avoir, justement, parce qu'on va faire à un moment, évidemment, le lien avec le solaire, surtout au Québec. En parlant du Québec, le contexte québécois dans le V2X, on en est où en ce moment? On est dans un processus d'adoption de technologie. On le sait très bien, là.
par rapport à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde, ça existe depuis quand même quelques années. Mais aujourd'hui, au Québec, on apprend à apprivoiser cette technologie-là qui s'en vient, qui existe déjà depuis quelques années ailleurs. OK. Donc, on parle de bornes de recharge bidirectionnelles qui doivent naturellement être certifiées au Québec. On parle aussi d'un protocole de communication, je n'ai pas parlé précédemment, mais il y a le protocole ISO 15118-20 qui existe depuis quand même des années. C'est l'échange d'informations avec les bornes de recharge et les véhicules, mais qui est en train de se standardiser plus au niveau de l'échange avec les maisons et tout ça, là, le véhicule to grid et compagnie. Mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des compagnies, auprès des fabricants d'infrastructures, mais aussi auprès des fabricants automobiles. C'est encore très nouveau pour eux autres, malgré qu'il y a plusieurs qui sont déjà dans le concept de le faire. Puis il y a une nouvelle norme qui s'en vient éventuellement, qui est le ISO 15118, mais -21. Et ça, c'est donc un ça travail évolue, de on fond. voit que ça commence à évoluer. Ça évolue vraiment à vitesse grand V. OK. On entend parler dans des conférences un petit peu partout à travers le monde. OK. Fait que concrètement, au Québec, ben qu'est-ce que ça prend comme équipement installé? Comme je disais, là, ça prend la fameuse borne de recharge bidirectionnelle, mais certifiée. OK. Ça, c'est super important. Donc là, c'est par rapport à Hydro-Québec, en fait. Ce sont les normes, en tout cas les normes électriques. Oui, parce qu'on est très pointilleux au Québec. Puis c'est correct comme ça c'est aussi bien. parce que ça protège la clientèle. Justement, c'est ça le but. On a aussi ce que ça prend, un système de gestion d'énergie, ce qu'on appelle un inverter, un contrôleur hybride qui permet justement ce Parce qu'on a une batterie DC, en fait, finalement, avec de l'énergie DC qu'on va vouloir changer en AC pour, par exemple, alimenter la maison. Donc, il nous faut ces équipements-là pour faire le pont entre la voiture et ce qu'on voudrait alimenter, en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Le fameux inverter là, qui s'associe avec les panneaux solaires là, qu'on met en place. Ça va prendre naturellement un panneau intelligent. Veut pas, parce que l'énergie, elle part des batteries, elle doit s'alimenter, elle doit être redirigée vers des circuits de la maison. Il faut lui dire quoi faire et où aller, finalement. Tout à fait. C'est un genre de routeur de l'énergie. Comme un cerveau, en fait, de l'installation. C'est ça. Puis, naturellement, optionnellement, on pourrait parler d'une batterie. C'est pas nécessaire. Obligatoire. Rajouter encore une batterie à côté de la batterie de la voiture. Mais idéalement, oui, parce que sinon, s'il n'y a plus de courant dans la maison, comment on va faire fonctionner l'inverter s'il y a un blackout? Alors ça, c'est une très bonne question que j'allais te poser aussi. C'est qu'aujourd'hui, si mettons, on ne parle pas de panneaux solaires encore. J'ai ma maison, normale, j'ai mon tableau, etc. J'ai ma voiture avec ma batterie qui est à l'intérieur. J'ai ma borne de recharge bidirectionnelle. Est-ce que si le grid, enfin le réseau Hydro-Québec tombe, je peux juste, avec l'onduleur et la batterie de voiture, alimenter juste un tableau? C'est possible ça ou pas? Ou ça prendra encore quelque chose à côté? Oui, c'est-à-dire que l'onduleur, lui, il doit être allumé constamment pour recevoir, faire de l'échange d'énergie. Donc, s'il y a une panne de courant, il n'est plus alimenté. Fait que minimalement, ça prend une batterie. C'est sûr. Sinon, c'est un black start. Là. On n'est pas capable de rien faire. C'est important. Donc là, ça prend des appareils, évidemment, pour pouvoir gérer tout ça. Du côté de la voiture, est-ce qu'il faut des modèles ou des marques précises, ou alors tous les modèles qui sont déjà en circulation peuvent fonctionner pour ce genre de système? Non, ça prend présentement des modèles très précis. Il y a des tests qui se font par rapport à des fabricants et aussi des années. Fait il n'y a pas un véhicule nécessairement qui est certifié V2X. D'accord. On parle plus de V2L, véhicule to load. OK. Et qui est un peu comme Hyundai Ioniq, où tu te permet de brancher un adaptateur dans ton port de recharge, puis venir brancher une cafetière, un camping, alimenter des lumières comme ça. Il n'y a pas vraiment de véhicules qui sont certifiés V2X total. C'est encore, comme je disais, très nouveau dans le marché. D'accord. Mais le temps que ça fasse son entrée. On va en parler un petit peu plus des véhicules tantôt. Là. Et est-ce que, justement, au Québec, tu disais que c'était pas mal le début. Il y a combien d'installations de ce type-là, à peu près? J'imagine, je ne sais pas si tu les connais toutes, évidemment, mais... En tout cas, de certains fabricants, on parle de bornes de recharge bidirectionnelles certifiées au Québec. Jusqu'à tout récemment, il n'y en avait qu'un seul fabricant.
Et des installations comme ça, présentement, il y en a environ 75 de fait au Québec. Fait qu'on est vraiment dans les tout débuts. OK. C'est plutôt commercial, c'est plutôt... C'est plutôt résidentiel. C'est plutôt résidentiel, ouais, c'est plutôt résidentiel présentement. Ouais. Donc là, il y a des hommes et des femmes québécoises allumés qui ont sauté le pas déjà pour les premières... Ah oui, effectivement, je fais partie de ceux-là. Ah voilà, ça va être ma question, évidemment. Est-ce que c'est chez toi? une partie, oui, chez moi, effectivement. Justement, on va prendre ton cas. Comment tu as dû gérer ça avec, j'imagine, Hydro-Québec, parce que tu t'installes pas une borne de recharge en disant, hop, ça y est, c'est la fête, je fais ça comme ça. Est-ce qu'il y a des demandes à faire? Comment ça se passe? Ouais, au niveau des demandes, tout ça doit se faire auprès du programme Logivert. Avant de s'installer, il faut vraiment que l'électricien fasse les demandes pour autoriser Hydro-Québec à retourner l'énergie de ton véhicule vers le réseau. Okay. Hein, on s'entend, il ne faut pas installer quoi que ce soit avant qu'on ait eu les autorisations d'Hydro-Québec. Et cette demande-là doit se faire sur le site de Logivert. Et c'est valable pour le solaire également. Oui, c'est ça. Je le place juste comme ça. Par l'électricien. OK, de ce côté-là. Naturellement, l'équipement doit avoir des certifications CSA, UL, tout ce qui est en règle par rapport à l'Amérique du Nord, surtout le Canada et le Québec, pour que ça soit autorisé. Et c'est relativement simple, je vous le dirais, là, au niveau de Hydro-Québec. C'est l'électricien qui fait la demande, j'imagine, comme dans le solaire. On attend la réponse, Hydro valide, là, ton électricien vient installer. Ouais. Tu parlais de Logivert, donc ça veut dire qu'il y a des subventions pour l'installation de ce genre d'équipement ou pas? Québec, non, province, pas présentement. Les subventions sont plus au niveau du solaire puis de l'inverter qu'on appelle, là, le contrôleur, si je peux me permettre en français. Pour ce qui est de la borne de recharge bidirectionnelle... il n'y a pas de programme spécialement dédié pour ça, là? Bien, il y en a. OK. Il y en a, mais c'est encore à l'étude au niveau du gouvernement. OK. Je sais que le programme Éco-Recharge subventionne ce type de borne-là. D'accord. Mais ils sont à l'étude de savoir qu'est-ce que ça prend comme l'environnement alentour de tout ça. Parce qu'on ne peut pas juste dire on met la borne de recharge puis ça fonctionne. Comme tu disais, il va falloir mettre ça d'autres prend choses la à tête, côté. Ça prend les bras, les mains. Il manque des morceaux. Tu sais, c'est comme Astro, le petit robot. Là. Il manque des morceaux. Et au fédéral, non, pas d'aide gouvernementale à ce niveau-là? Ou... Fédéral, il y a des aides pour ce qui est des batteries stationnaires et des bornes de recharge. Il y a un programme, je pense, 30% là, des projets de grande importance. Oui, donc là, plutôt commercial industriel, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est plus. Ouais, c'est ça. Mais on s'attend, honnêtement, avec ce qui se passe dans le marché, Hydro-Québec qui a ouvert les valves au niveau des panneaux solaires, les besoins énergétiques, la pression sur le réseau, on s'attend à ce qu'il y ait des annonces qui soient faites dans les semaines, voire les mois à venir, parce que moi, je crois sincèrement, et je sais pas, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais je crois que le solaire va avec les énergies stationnaires, les batteries. Complètement d'accord. Je pense que c'est un point très québécois, c'est-à-dire que si on prend un point de vue d'un autre pays, les batteries auraient peut-être moins de valeur d'exister dans le sens où on peut avoir un réseau, mettons en France par exemple, un marché que je connais, c'est un petit territoire, il y a beaucoup de lignes, une partie des lignes qui sont enterrées, donc les pannes elles sont très rares. Par contre, au Québec, on s'entend que la province est très grande, que les câbles, même au niveau des transports, mais aussi au niveau de la plutôt faible tension pour la distribution, etc., les pannes, c'est très souvent. Et beaucoup de particuliers demandent à s'équiper de batteries. Effectivement, je pense que le marché du véhicule électrique est très voisin du marché du solaire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dedans. Comme tu l'as dit, les subventions sont là pour le solaire. Je sais qu'on a été beaucoup à pousser auprès d'Hydro-Québec pour que ça prenne en compte aussi les batteries. On espère un jour, je pense que c'est un bon début déjà de commencer à subventionner le solaire. Ça serait pas mal qu'à un moment, dans quelques temps, on puisse aller sur le stockage solaire ou évidemment véhicule électrique. Ça pourrait être vraiment... En fait, il y a une réalité, c'est que Hydro-Québec a annoncé en début d'année ou en fin d'année passée des investissements de 10 milliards dans son réseau. Puis 10 milliards, c'est pour, oui, améliorer les centrales, c'est pour faire de l'émondage, c'est pour moderniser le réseau extérieur, les transformateurs. Tu sais, on s'entend, la population, elle grandit. Il y a de plus en plus de gens qui sortent des grandes villes pour s'en aller dans les régions plus rurales. Puis dans les régions plus rurales, avec les microclimats qu'on a aussi, les arbres, mais souvent, il y a plus de pannes. Ouais, absolument. J'en ai un exemple. Oui, c'est ça, mais cette année, j'ai pas eu de panne. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'émondage. Mais éventuellement,
je crois que cet investissement-là doit se faire aussi auprès du particulier qui peut devenir un autoproducteur. Exactement. Je pense que c'est ça. Puis de baisser la pression qu'on peut avoir dans les heures de pointe au niveau de la demande énergétique dans les secteurs. Et ça, même sans parler de solaire, c'est-à-dire si, comme tu disais, tu as juste une batterie, tu peux la journée la recharger sur le réseau et le soir, quand le réseau a une forte demande, contribuer à soulager cette demande en réinjectant sur le réseau pour justement pousser cette fameuse énergie décentralisée, un petit peu de production un petit peu partout sur le territoire, va faire qu'au final, on va faire baisser la tension sur ça. Écoute, c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on pourrait faire un podcast entier rien que là-dessus. En fait, c'est fascinant parce que le marché du Québec est très spécial et c'est en train de bouger. Et comme tu dis, il y a au-delà de même juste des particuliers, mais le nombre d'entreprises de manufacturiers qui souhaitent s'installer sur notre territoire parce que l'énergie n'est pas chère, ça c'est une réalité pour Hydro-Québec aussi. Ils ont anticipé ces demandes-là. On voit que les prix vont augmenter de l'électricité et c'est normal. Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est cher ». Alors, premièrement, non. L'électricité au Québec, ce n'est pas cher, clairement pas. Il faut se dire ça. Et j'entends beaucoup aussi le discours de... Là, je divague un peu, mais « Ah, je veux plus rien savoir d'Hydro-Québec ». Oui, mais pourquoi en fait ? Tu as une énergie qui est pas chère. Si tu me disais que tu payais ton électricité 55 centimes du kilowattheure, je veux bien que tu veux plus rien avoir à faire avec le réseau. Aujourd'hui, oui, il y a des pannes, mais je veux dire, c'est un réseau qui est quand même plutôt pas mal. Oui, quand même bien établi. Pour voir la province. Oui. Mais c'est ça que j'essaie de dire aux gens des fois, attention à l'objectif que vous voulez faire, parce que installer des batteries, c'est très très bien. Mais si c'est juste pour dire, ah, je sors d'Hydro-Québec, au niveau du coût, tu risques peut-être d'avoir une sacrée surprise. Parce que pour être autonome, une maison entière... Oui, commençons par réduire déjà notre consommation. Oui, c'est ça. On veut être écolo, là, mais il faut regarder. Il faut se regarder dans le miroir et voir, est-ce que nos habitudes sont normales ou anormales. Complètement d'accord. Puis on est chanceux. C'est vrai qu'au Québec, on paye vraiment pas cher. On fait juste traverser les lignes aux États-Unis. On paye 25-30 sous du kilowattheure. Puis en Australie, c'est quoi, 60 sous du kilowattheure? Je sais pas. Moi, l'exemple français que j'ai, c'est 25 centimes, mais d'euros. Donc là, ça commence à être un petit peu cher. Donc voilà. Bon. Petite digression, mais je pense qu'elle est nécessaire de rappeler tout le temps. Si on reste un peu sur la technique, tu parlais des certifications UL, CSA, etc. Quelles sont les marques on va parler de deux types de marques. Les marques de voitures qui savent gérer ça, mais aussi les marques d'équipements qui peuvent gérer ces recharges-là. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se fait dans le marché sans mettre un plus qu'en avant, mais par contre nous dire un peu ce qui se fait Oui, en fait, c'est une excellente question, puis ça va de pair. Hein. C'est un mariage, tout ça ensemble. L'adoption va se faire dans les mois et années à venir, mais tu sais, dans les marques émergentes, en fait, on a la compagnie Sig Energy, qui existe présentement, qui est une des seules bombes bidirectionnelles certifiées au Québec, qui est rendue disponible au Québec. Il y a plusieurs distributeurs. On a aussi la compagnie Wallbox. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est un grand fournisseur mondial de bornes de recharge. D'ailleurs, Sylvain Juteau puis moi, de Rouler électrique, on avait été invités par la compagnie. On avait été à Barcelone en 2024 pour aller voir les laboratoires, tout ça. Et là, vous revenez aussi de Chine. Oui, on est revenu de Chine, effectivement. Mais on avait été vraiment impressionnés par Wallbox, qui était quand même une des premières qu'on entendait parler. Ils appellent ça la Quasar. Ils le faisaient déjà en Europe, la Quasar 1, qui prenait de l'énergie d'une Nissan Leaf, puis qui la réinjectait dans un building. Ils le faisaient à leur bureau chef à Barcelone. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Oui, fait que les employés se stationnent pendant les heures de pointe, prenaient l'énergie des véhicules des employés puis alimentaient le bâtiment. Cool. On a vu la Quasar 2, la nouvelle bombe qui se disait être la première certifiée en Amérique du Nord. C'est vrai, mais ils n'ont pas tenu nécessairement leur promesse. Ça ne s'est pas fait au Canada, donc elle est juste certifiée aux États-Unis. Mais on l'a vu fonctionner avec un véhicule en laboratoire. Ça fonctionne. Oui, c'est toujours une histoire de qui présentement, si tu le laissais, ça ne fonctionne pas. Avec un Volkswagen ID4. On l'a vu, mais on n'avait pas le droit de prendre de photos et vidéos. Évidemment. C'est correct, là. Mais tout ça, on a eu confirmation des ingénieurs comme quoi il avait communiqué avec Volkswagen puis il avait demandé de faire une mise à jour logicielle. Fait que beaucoup de fabricants automobiles... Puis ils se parlent là, en plus. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils se parlent. Là. Beaucoup de fabricants automobiles, présentement, leur auto pourrait le faire. Mais c'est souvent bloqué software. Je comprends. Parce que le port de recharge le supporte.
à moins qu'ils soient de très basse qualité. Là, mais généralement, c'est quand même... On s'en va là. Donc, tu parlais de SIG Energy, Wallbox. Je sais qu'il y a aussi, sans être un professionnel, mais une entreprise québécoise aussi. Décibel. Décibel, ouais. Oui, Décibel, qui, je crois, là, si je ne me trompe pas, a été certifié dans... Je l'ai vu, moi, je l'ai vu passer sur LinkedIn il y a quelques temps. Très récemment. Bravo à eux très cool, autres, félicitations. C'est bien. On encourage évidemment le Québécois. Ça en prend, effectivement. Mais je pense qu'ils sont pas mal aux États-Unis, non? Ou je me trompe? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Ce qui prouve aussi qu'on a un peu de retard peut-être à rattraper. Ce qui est dommage alors qu'on a une entreprise locale ici qui pourrait... Il y a InCharge aussi qui le fait. Il y a un projet qui s'est fait à Victoriaville avec la ville de Victo sur un bâtiment. J'ai pas plus de détails que ça, mais il y a aussi GM Energy, et il y a aussi Ford, et peut-être d'autres que je ne connais pas. Alors tu me diras si je me trompe ou pas, j'ai l'impression qu'on parle de ça, de revoir un peu l'industrie solaire d'il y a quelques années où il y a eu ça pour les panneaux, mais aussi pour les batteries, c'est-à-dire que ça poussait comme des champignons, mais ça tombait aussi vite les marques. Il y en a un qui arrivait, le mois d'après il n'était plus là, 6 mois il y en a un qui arrivait, un an d'après il n'était plus là. Est-ce que c'est une guerre où tu penses qu'à la fin il y en a juste 2-3 qui vont rester, ou c'est des entreprises quand même sérieuses? Non, je le crois. Ce que tu me dis, je l'ai vécu. Je suis du domaine des technologies depuis une trentaine d'années en informatique, serveur, data center, tout, puis j'ai vu... Je compare la transition énergétique qu'on vit là, autant au niveau des véhicules, des chargeurs, à une transition qu'on a faite en informatique en 1995, où ça a poussé comme des champignons. Il y a eu toutes sortes de joueurs. Il y en a eu des plus sérieux, des moins sérieux. Il y a un ménage naturel qui s'est fait. Oui, et puis c'est l'innovation, ça commence comme ça aussi. Et les standardisations qui se sont faites à travers les années, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même assez mature. Ça évolue quand même assez vite, mais c'est bien établi. Les standards sont là, puis les joueurs sérieux sont restés. Moi, je pense que ça va être la même chose au niveau des véhicules. Présentement, c'est pas facile, la transition énergétique. Dans le solaire, ça va être la même chose. Dans les batteries stationnaires, ça va être la même chose. Dans les bornes de recharge bidirectionnelles, ça va être la même chose. Justement, on parle de marques de voitures. Quels sont aujourd'hui les véhicules qui sont compatibles pour ce genre de système? Des véhicules qui ont été testés, mettons, Nissan Leaf depuis quelques années, mais la nouvelle Nissan Leaf 2026, elle fonctionne très bien en V2X. Nissan Ariya aussi. Ford ont fait leur annonce comme quoi tout ça fonctionnait effectivement, mais leur système n'est pas certifié. C'est quoi le F-150 Lightning, quelque chose comme ça? Là, tout ce qui est Ford. Tous la gamme électrique Ford, de Ford. Mais oui, Lightning, Mach-E, première génération, 2019. C'est sûr que des anciens... donc ce qui veut dire que des modèles plus vieux étaient déjà prêts, en fait, finalement, et qu'aujourd'hui, ils peuvent s'utiliser. Oui, c'est ça. Fait que la norme, elle existe, c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore officialisé, annoncé comme quoi. Mais Ford, ils sont grands, là. Ils savent déjà ce qu'ils font de leur côté, puis ça marche bien. GM aussi ont annoncé, cependant, il y a du blocage software qui se font parce qu'ils veulent absolument que ça fonctionne avec leur système et non les autres, mais ils vont avoir la pression naturellement du marché, la demande du marché. Mais ça me fait poser une autre question, c'est aujourd'hui, tous les systèmes du style SIG Energy, Wallbox, Decibel, etc. sont censés fonctionner avec tous les modèles de voitures? Il faudrait. Normalement, Oui, il faudrait, effectivement. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils se ferment peut-être des portes, à moins qu'ils aient des exclusivités, ou je ne sais pas si c'est... Mais ces grands fabricants-là, justement, vont parler avec les fabricants automobiles pour dire « Hey, OK, là... » C'est chez moi qu'il faut. En fait, c'est rendez ça standard. Mettez ça standard, que ce soit facile pour les gens et que les gens aient le choix. Moi, je sais bien qu'en tant que client, j'aime ça avoir le choix. Je magasine une hypothèque, mais je peux aller là. Mon épicerie, c'est la même chose. On n'aime pas être contraint. Non, je pense qu'on aime ça, avoir une certaine forme de liberté. Pour continuer, Tesla aussi. Tesla a fait l'annonce du nouveau Cybertruck. Là. Lui, il le fait officiellement. Fonctionne avec leur système Tesla, mais fonctionne aussi avec d'autres. Ça a été testé. Kia, Hyundai, la réponse c'est oui, mais non. Il y a des véhicules qui fonctionnent, mais il y en a qui ne fonctionnent pas. Encore exploratoire. Puis il y a beaucoup de travail qui se fait en aval, en fait en amont avec les différents fabricants, que ce soit BM, Mercedes, Volvo, Polestar, c'est toutes des... D'ailleurs, dans tous ces véhicules, on parle de quoi en capacité de stockage, là,
à peu près? On parle généralement des véhicules qui ont entre 60 kWh de batterie à aller jusqu'à des 130, C'est même beaucoup. 200 kWh C'est de vraiment batterie. beaucoup. Alors, on va pas tout prendre parce qu'il faut que la voiture finisse par rouler quand même. Là. Ouais. À un moment, il Ah faut ouais. lui laisser un peu de jus Ouais. dedans. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point déjà 60 kWh, c'est une bonne C'est capacité beaucoup. là pour une maison. Oui. Ça commence à être assez... C'est quoi la consommation moyenne d'une maison, généralement? Ça va dépendre, je sais pas où, mais on parle peut-être de 20 000 kWh par an, un peu plus peut-être pour des familles un peu plus nombreuses, peut-être 20 30 000. Encore une fois, ça dépend tellement, est-ce que c'est un chauffage électrique, est-ce que c'est isolé, est-ce que j'ai un spa, est-ce que j'ai des voitures électriques aussi. Ouais. Mais on sait que peut-être entre 20, 30, 40 000 kWh par an. Donc, non. Et puis surtout, en cas de panne, on ne veut pas alimenter toute la maison forcément, donc on a un tableau de secours. Donc 60 kWh, oui, ça, on peut tout à fait plusieurs. Donc il y a une vraie opportunité en fait, ça valide un petit peu les points. C'est surtout pas perdre ce qu'on a dans le frigidaire, dans le congélateur, avoir un certain confort. La bière fraîche. La bière fraîche, oui. Effectivement. Est-ce que pour les modèles qui ne sont pas faits pour, techniquement ça pourrait fonctionner, mais au niveau de la norme, etc., on n'aura pas le droit de... Un vieux véhicule électrique qui a 10 ans, par exemple. Ouais, je pense pas que les anciens véhicules là, vont bénéficier de tout ça parce que c'est une question de développement logiciel. Okay. C'est un peu une obsolescence programmée, comme on pourrait dire. Est-ce qu'il y a des garde-fous? C'est-à-dire que si moi, demain, mettons, j'ai une voiture électrique qui a 10 ans, j'achète un SIG Energy ou whatever, je me branche dessus, ça va juste dire non, c'est pas fait pour, je peux pas gérer cette batterie-là. Tu peux bien l'essayer, mais ce qui va se passer, que la négociation se passera pas. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être marcher 3 secondes. C'est une histoire de communication. S'il détecte que c'est pas fait pour, il se met en sécurité. C'est une bonne sécurité. Parfait. Là, on a beaucoup parlé de résidentiel, mais il y a aussi le commercial, parce qu'il y a à voir ces bornes bidirectionnelles chez soi, mais peut-être au bureau. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux systèmes? Aussitôt qu'on parle de commercial, effectivement, ça prend au Québec, on a un réseau haute tension à 600 volts, 600, 347. Souvent, on parle de 208 volts aussi dans le commercial, donc triphasé, plus précisément. Donc, ce sont généralement les mêmes types d'équipements, mais avec des normes différentes et des connexions différentes à l'intérieur pour faire une meilleure gestion de tout ça. Puis naturellement, ces systèmes-là, il faut qu'ils soient capables d'accueillir beaucoup plus de capacité de batterie et de solaire, parce qu'on a des plus grands toits, on a une plus grande demande énergétique, on peut mettre plus de solaire, et on a beaucoup plus d'équipements qui consomment aussi à l'intérieur. Fait que il va falloir que les fabricants de ces infrastructures-là s'adaptent au marché. Et c'est encore là très nouveau. Fait que ça va faire son bout de chemin, là, je vous dirais, dans les mois et années à venir. Justement, tu parles du solaire. Selon toi, c'est quoi la place de ce genre d'équipement sur un projet solaire? Est-ce qu'il faut redoubler avec, comme on disait, avec d'autres batteries? Est-ce que c'est déjà fait pour? Est-ce que les manufacturiers y ont pensé? On en est où par rapport à ça? Ça, c'est une excellente question. Répète-moi là. Parce que, par exemple, on va prendre un modèle, peu importe lequel, on a cette borne bidirectionnelle qui est en fait aussi un onduleur. Est-ce que je peux venir brancher mes panneaux dessus? Est-ce qu'il me faut un onduleur à l'extérieur pour brancher là-dessus? Pour avoir un système comme couplé, c'est-à-dire que j'ai ma maison, j'ai mes panneaux, j'ai un onduleur. Est-ce que j'ai un onduleur dédié pour mon solaire et ma maison? Ou est-ce que tout peut se gérer au sein de... En fait, on appelle ça un onduleur hybride. Ouais. Fait que c'est là qu'il faut faire la différence entre un onduleur standard, juste pour le PV. Qui ne peut pas gérer de batterie. Qui repousse, en fait, l'énergie en mesurage net directement dans le réseau d'Hydro-Québec. Qui ne charge rien du tout. Qui ne charge rien. Hein? C'est vraiment ça. Si on veut vraiment faire une meilleure gestion d'énergie, gérer toutes nos sources d'énergie, que ce soit le véhicule, une génératrice, le solaire, le réseau, tout ça, ça prend un inverter hybride. Donc, est-ce que cet inverter, il est lié au manufacturier de la borne bidirectionnelle ou on peut prendre un autre onduleur hybride? Alors, je pas citer de marque, il y en a, mais... non, généralement, c'est lié ensemble. Okay. C'est une borne de recharge bidirectionnelle. Okay. Ça prend l'inverter qui va avec. OK. En tout cas, du moins, à ce que je sache présentement. Il existe d'autres fabricants de bornes bidirectionnelles, mais c'est tellement nouveau qu'on ne les connaît pas nécessairement, la technologie qui est en arrière. Fait que je ne voudrais pas me prononcer sur des choses que je ne peux pas dire. Mais donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'interroge sur « Tiens, j'ai mon véhicule électrique, je voudrais m'installer aussi du solaire », peut-être que ça vaut le coup de regarder sur des manufacturiers de ce type-là, quoi. Oui, plus spécialisé. Avant d'aller juste installer son système solaire, puis ensuite, après, regarder peut-être... Oui, mais tantôt, tu l'as dit, c'est un ensemble. Solaire, inverter, véhicule, énergie du réseau, il faut que ça forme un ensemble. Puis,
faut que ça soit simple aussi à utiliser et à installer Pour tout le monde. et à utiliser. Ouais. Hein, parce que, je veux dire, ça prend pas, faut pas que ça prenne un cours universitaire là, pour commencer à utiliser Non, tout ça. non, Puis clairement pas. c'est de l'énergie qu'on gère, différents flots d'énergie qu'on gère à travers notre bâtiment. Fait qu'il faut que ça soit bien installé, régularisé, normé et facile à installer et à utiliser pour le end-user. Parce que sinon, les gens vont décrocher. Ouais, c'est sûr. Ils vont complètement décrocher. Et d'ailleurs, les premières personnes qui s'installent de système V2G aujourd'hui au Québec, c'est quoi leur profil? Parce que j'imagine que c'est des gens allumés un peu, non? Oui, on pourrait dire que c'est des early adopters, un peu comme les gens qui ont commencé avec les véhicules électriques il y a 10 ans. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais. Ça touche à cette portion de clientèle-là. Ce sont des gens qui ont une conscience énergétique plus grande que d'autres, qui se soucient un peu plus de l'environnement. Des gens qui ont des chalets, qui sont hors réseau. Naturellement, il y a un coût à ça et plus la technologie est nouvelle, généralement, les coûts sont plus élevés. Le temps que ça se démocratise, les coûts vont diminuer, la compétition va rentrer. On va aller chercher un marché un peu plus de masse. Est-ce qu'on arrive à tirer des conclusions de ces premiers clients ou c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont tous contents? Est-ce qu'il y a quand même des problématiques que l'on voit ou à date, ils sont plutôt satisfaits de... Toute nouvelle technologie vient avec des ajustements, mais c'est plus au niveau peut-être logiciel. OK, encore une fois, qu'on pourrait avoir certains bugs. Le fameux V2X, comme je vous disais, c'est très nouveau. Fait est-ce qu'il peut y avoir certains pépins? Oui. Est-ce que ça se corrige? Oui, par des correctifs logiciels. On n'en est pas non plus à devoir rechanger du matériel là, c'est vraiment des correctifs. Non, c'est ça, okay. Exactement. Est-ce que c'est quoi que tu vois pour les gens qui sont un peu moins éduqués dans ce genre de système, comme moi par exemple, parce que je ne connaissais pas trop avant de t'inviter. C'est quoi les idées reçues qu'on va avoir les gens sur ce genre de choses? Des idées reçues, les gens sont... Tu sais, on est réfractaires. Hein? Les gens sont réfractaires aux nouvelles technologies. Fait que souvent, ils vont dire « Ah, ben c'est compliqué, c'est dispendieux, c'est inaccessible. Les gens sont réfractaires au changement. Oui. Mais veut pas à un moment donné... Tout le monde. Puis je pose toujours la question à des gens que je rencontre à tous les jours qui me disent Ah, mais moi, c'est nouveau, un véhicule électrique. Je m'en passerai plus aujourd'hui, mais je dis, ton téléphone cellulaire que tu avais dans tes poches il y a 15 ans, là, que tu n'avais pas dans tes poches aujourd'hui, je te l'enlève, est-ce que tu serais content? Ah non, je m'en passerai plus. C'est le même principe. Là. Ouais. C'est le temps d'adoption de cette technologie-là qui va se faire à travers les mois, les années. L'adoption, justement, c'est quoi, selon toi, qui freine pour l'instant cette adoption? Qu'est-ce qui freine? Ben, le fait que... Le fait que cette norme-là soit pas annoncée officiellement grand public, les coûts d'acquisition et d'installation de ces équipements-là aussi, puis la méconnaissance des technologies. Ouais. Fait que, jour après jour, puis dans ton domaine aussi, dans le solaire, comme moi dans le domaine de la recherche depuis une dizaine d'années, en fait, on fait beaucoup d'éducation. Ah, absolument. C'est juste ça qu'on fait, de l'éducation. Ouais. Puis ça nous fait plaisir parce qu'on est des gens généreux. On veut que les gens apprennent, puis on veut démystifier tout ça, puis enlever les mythes. Ça va se produire au niveau de la recherche bidirectionnelle. C'est sûr qu'on... C'est marrant parce que nous, il y a quelques années, quand on a commencé Solutions Autonomie, il y avait un de nos coachs à l'époque, un de nos mentors, qui nous avait fait voir cette fameuse courbe d'adoption, en fait. Et t'avais les premiers, tu avais juste les early adopters. Tu as ceux qui venaient après en disant « Ok, ils ont essuyé les pots cassés, on peut y aller ». Et enfin, tu avais les tout derniers qui disaient « Ok, là, je suis assez sûr que tout va fonctionner correctement ». Et nous, on l'a vu pareil avec notre logiciel de dimensionnement pour les électriciens et les installateurs. C'est pareil, on en a eu une poignée au début qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, et puis tu sais, des gens aussi un petit peu allumés. Ceux après qui sont arrivés derrière en disant « Ah ouais, ça a l'air vraiment cool, j'y vais ». Et puis des années après, ceux qui ont dit « Bon, bah, ça, on ne nous le dit pas, mais… » Dit, ok, je regardais de loin, maintenant je peux aller. J'ai l'impression que c'est ça pour le solaire. C'est-à-dire qu'il faut regarder son voisin, il faut regarder sa famille, ses amis. Ah, il l'a installé, et ça fonctionne-tu bien ou, tu vois? Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec ce genre d'adoption. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Comme quelqu'un qui achetait un véhicule électrique dans les débuts, il allait juste à l'épicerie puis il se faisait arrêter 4-5 fois pour faire poser des questions. Alors qu'aujourd'hui, personne ne va arrêter un véhicule électrique dans la rue. C'est rendu. C'est un nouveau. Il est beau. Oui, peut-être que c'est un nouveau, effectivement, mais qu'on n'a pas vu avant. Mais peut-être le Cybertruck, par exemple, qui est très, très spécial. Là, on va peut-être poser une question. Mais, oui, c'est ça. Mais c'est ça.
Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde par rapport au V2X? Oh mon Dieu. Est-ce que le Québec... Bon, j'imagine que le Québec est un petit peu en retard, mais... C'est sûr qu'on ne fait pas les Olympiques. Là. Ouais. On va se le dire. On est vraiment dernier dans tout... Ben, peut-être pas le dernier, là, parce qu'il y a des pays moins développés. Là. Mais c'est sûr que tout ce qui se fait du côté de la Chine, du Japon, de l'Europe, sont déjà très en avance. Donc la Chine... En plus d'être l'instigateur de ce genre de matériel, parce que j'imagine que tout est plus ou moins fabriqué là-bas, ils l'utilisent aussi beaucoup. Oui. Okay. Oui, définitivement. Que ce sont des normes déjà bien établies, mais c'est des... BYD, on connaît BYD, on entend parler de plus en plus. BYD utilise déjà ces technologies-là quand même depuis plusieurs années. Ils sont très, très avancés technologiquement au niveau des batteries. Donc, veut pas, ça fait partie de leur environnement technologique. Le Japon aussi sont quand même très proches. L'Europe. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, sont quand même assez avancés, mais pas si avancés que ça par rapport aux autres secteurs de marché. Puis nous, au Canada, au Québec, ça fait juste commencer. Alors justement, tu as dit Canada-Québec. Est-ce que dans le reste du Canada, il y a des provinces qui ont un petit peu plus d'avance là-dessus, ou c'est comme pas mal partout pareil en ce moment? C'est pas mal partout pareil. Tout le monde se regarde peut-être pour voir aussi dans quelle direction on va aller. Puis j'imagine que les utilities doivent se parler peut-être entre elles en disant, regarde, il y a ça qui est là, comment toi t'as géré, comment moi je peux le gérer. Il y a présentement des utilitaires dans différentes provinces, surtout en Ontario, qui sont à l'étude pour utiliser ce genre de système-là et les insérer dans les maisons particuliers, justement en forme d'investissement pour améliorer le réseau. Là, ça fait partie de ce qui est à l'étude présentement côté technologie. Là. Si quelqu'un veut se lancer en disant, tiens, j'ai un véhicule électrique, j'aimerais en tirer encore plus parti en utilisant cette batterie-là, ce serait quoi les premières recommandations, conseils que tu leur donnerais? Moi, je dirais de s'inscrire à quelques chaînes YouTube dans la matière, consulter vraiment des experts. Il y en a plusieurs qui sont passionnés de ça. D'ailleurs, moi, je suis passionné de cette technologie-là. Faire des recherches, mais pas n'importe où. Là. C'est bien ciblé, poser des questions, puis faire des bons choix, puis peut-être même aller voir. Tu sais, moi, j'aime bien le feel and touch, être capable de voir et essayer la technologie. D'ailleurs, Sylvain Juteau de Rouler électrique, un de mes partenaires, il est allé tout récemment en Californie. Il arrive de Californie. Puis il y avait un 4 jours d'essai, de décharge sur véhicules électriques qui était organisé par Sig Energy. Il appelle ça le Discharging Day ou quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est vraiment des essais. Puis je crois que Sylvain va faire ce type d'événement-là au Québec pour... essayer de démocratiser, faire venir les gens pour qu'ils comprennent absolument. Oui. Fait qu'il va y avoir ce genre d'événement-là. Fait que surveillez vos réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Cool. Écoute, je pense qu'on peut finir aussi sur donner aussi ton contact. Donc, si vous voulez en apprendre plus ou que les gens te posent des questions, donc Connecta, ton site internet www.connecta.ca. On va l'écrire en bas de ça. Les gens peuvent te trouver, j'imagine, sur LinkedIn s'ils veulent te poser des questions. C'est ça, LinkedIn, courriel, mon numéro de téléphone, tout va être dans le... Super, on va peut-être pas donner ton adresse de maison non plus. Hein. Non. Mon adresse de bureau, ça va être... Je sais qu'on se connaît et que tu aideras les gens si les gens ont des questions. Écoute, je pense qu'on a fait un très très grand tour, c'était très intéressant. Merci infiniment, parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'imagine que vous aussi. J'espère qu'on se reverra peut-être pour un épisode plus pratique. Peut-être qu'un jour on fera un enregistrement en faisant voir une borne en action. N'hésitez pas à vous abonner ou mettez vos commentaires si vous avez des questions pour Sébastien, si vous en avez pour nous. N'hésitez pas. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt et encore merci Sébastien pour ton temps. Merci cher auditeur. À bientôt, bye.